information, elle va devenir une pré-information. Et c'est l'hémisphère droit de notre cerveau qui va transformer un phénomène totalement immatériel qu'est l'information au départ. Et qui va faire surgir pour l'hémisphère gauche qui va la traiter. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, la dernière fois. Tout à fait. Et puis, l'hémisphère droit du cerveau va mettre en préforme ce qui va devenir une information, autrement dit une forme. Qu'est-ce que c'est? Quand on parle de pensée positive, pensée négative, qu'est-ce que c'est? C'est une mise en forme d'un phénomène qui est totalement sans forme. Autrement dit, quand je pense de manière positive dans le monde des 5%, je suis dans une forme. Et cette forme, elle n'a pas la puissance de ce qui est à l'intérieur de nous. Autrement dit, à l'intérieur de notre conscience. Notre conscience, elle n'est pas seulement extérieure. Elle va être intérieure et à un moment donné, elle va tellement être intérieure qu'elle disparaît en termes de conscience pour laisser la place à l'inconscient, la conscience de l'intérieur. Donc, est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs et même pour moi, par un exemple précis, par exemple, je ne sais pas, je suis dans ma voiture, de loin, je vois le feu rouge. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Je vois le feu qui passe au rouge. Donc, est-ce que c'est ma conscience qui va me donner l'information qui va traiter comment va être traitée l'information par ma conscience et comment l'inconscient prend le relais pour que je m'arrête au feu? Alors d'abord, ce ne sera pas l'inconscient qui va te faire arrêter, c'est le subconscient. Je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose le cas. Et alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se traite. Je vais essayer de te décrire un mécanisme d'une extrême complexité. En fait, il y a une chose, qui est-ce qui est conscient? C'est toi, c'est la personne. La personne, elle conduit. Alors d'abord, elle conduit, et quand elle conduit, elle ne le sait pas, mais elle est en contact permanent avec son cerveau pour rechercher dans les mémoires tout ce qui va être les mécanismes automatiques de la conduite. Voilà. À partir de là, c'est la personne qui va être en reconnaissance. Autrement dit, qui est-ce qui va voir? Ce n'est pas le cerveau. Un cerveau, ça ne voit pas. C'est la personne qui va voir la route, qui va voir les obstacles sur la route. Mais quand tu dis la personne, tu fais référence à quoi exactement? La personne, c'est toi. Parce que le cerveau fait partie de moi, donc c'est dans ma personne. Mais c'est quoi alors la différence? Non. Non, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, je pense que c'est un peu complexe. Tu es associé avec ton cerveau. Ton cerveau et toi-même, vous êtes indissociables. Voilà, on est un. Alors attention, on est indissociable, mais on est la personne, c'est la personne, le cerveau, c'est la machine. Ouais, mais si tu enlèves la personne, pour moi, je suis morte. Ah ben, si. Toi, je te la fais courte, mais moi, si tu me dis, Bartha, je t'enlève ton cerveau, je ne vis, je serai inerte. Mais le cerveau, il n'a aucune raison d'exister. Autrement dit, c'est la personne. Exactement. Voilà. Plus que cette histoire de conduite, on va rejoindre ce que tu demandes, mais autrement, beaucoup plus simplement. C'est-à-dire, tu prends une décision. Qu'est-ce qui prend une décision? Quand tu lis de la vulgarisation scientifique du cerveau, on a l'impression que c'est le cerveau qui va prendre la décision. Un cerveau, il n'a jamais pris une décision de sa vie. Le cerveau, il n'est pas là pour ça. La personne, elle va prendre sa décision. Alors, à partir de quoi? À partir de tout ce qu'elle est depuis sa conception. Et c'est souvent quand on dit on prend des décisions en son âme et conscience. Alors, l'expression. Oui, mais l'âme et conscience n'est pas dans le cerveau. Oui, mais c'est pour ça, quand tu dis c'est la personne qui prend la décision et pas le cerveau. Où se trouve l'âme et conscience dans la personne, je serais bien incapable d'aller te le dire. Parce que non, mais tu vois, je ne sais pas, quand on dit
vous prenez vos décisions en votre âme et conscience, ça me fait référence à ça. Il n'y a pas que le cerveau qui joue, quoi. Alors, attends. Ah, mais non, non, la décision, le C'est pour cerveau ça que je dis ça. Non, non. Le cerveau va intervenir parce que tu as pris une décision. Autrement dit, le cerveau, il est là pour exécuter ta décision. S'il n'était pas là, s'il n'était pas associé avec toi, tu ne pourrais pas avoir une action. Autrement dit, c'est toi-même à partir de tout ce que tu es, de tout ce que tu as appris à ton cerveau, parce qu'on apprend tout à notre cerveau, toutes les ressources cognitives qui sont en toi, tu les as appris à ton cerveau. Tu ne le sais pas. C'est quelque chose de non conscient. Et donc, si on peut revenir à mon exemple, pour le feu rouge, le traitement de l'information, il se fait comment? Alors, le traitement de l'information, tu vas, à ce moment-là, d'abord, tu es tout à fait conscient d'être dans la conduite. Tu es continuellement en relation avec ton cerveau parce que tu es dans des décisions permanentes. Autrement dit, est-ce que je ralentis? Est-ce que je double? Est-ce que il y a un obstacle? J'accélère Alors, oui, est-ce que j'accélère? Ça se passe en une fraction d'instant. Autrement dit, nous ne savons pas, mais nous sommes sans arrêt à aller rechercher dans les mémoires du cerveau tout ce que nous sommes en train de retrouver. Il faut bien sûr que nous nous rappelions l'obstacle, que nous rappelions. Si on n'a jamais vu l'obstacle, on est devant quelque chose de différent. C'est-à-dire, on va apprendre à notre cerveau quelque chose qui de nouveau pas en mémoire. Et en fait, là, tu fais référence à toutes nos expériences. Même si quelque chose de nouveau va devenir après une expérience. Eh bien, attends. Ce qui est nouveau n'est plus nouveau quand tu l'as appris à ton cerveau. Exactement, ça devient notre expérience. Ce qui est nouveau aujourd'hui devient cognitif quand tu l'as appris à ton cerveau et qu'il l'a mis en mémoire. Cerveau. Voilà. Je ne sais pas si ça. Alors, en fait, à chaque instant, tu vas être en relation avec ce cerveau, en permanence. Maintenant, si tu dis le cerveau, c'est moi, c'est là l'erreur. Toi, tu es la personne. C'est toi qui es à la conduite, ce n'est pas le cerveau. Le cerveau ne conduit pas ta voiture. C'est pour ça que c'est l'image que j'ai, pour moi, le cerveau, c'est un véhicule et moi et ma conscience, avec mon inconscient, on le conduit, ce véhicule, quoi. Voilà, ce que j'aime beaucoup moins, si tu veux, dans ton terme, c'est que c'est un véhicule ou un moyen. C'est plus complexe que ça. Hein. Oui, parce qu'en fait, ton cerveau, quand il est en mode conscient, c'est une chose. Quand tu vas le mettre en mode subconscient, je vais te donner un exemple. Tu as les yeux ouverts. Ton cerveau va fonctionner en mode conscient. Tu vas fermer tes paupières, il fonctionne en mode subconscient. Si tu le fais descendre encore plus profondément dans les niveaux de conscience, il va passer d'une conscience sans conscience. Alors à ce moment-là, tu ne diriges plus ton cerveau, tu vas te laisser conduire par ton inconscient. C'est très clair. Bon, voilà. Toutes les étapes, elles sont bien claires là. J'avais une autre question et en fait, ça concerne cette petite voix intérieure que nous avons tous dans notre petite tête, cette petite voix off qui nous parle très souvent dans notre esprit. Est-ce qu'on peut dire que c'est notre conscience? Peut-on la définir comme un observateur de ce qu'on fait et de ce qu'on doit faire Cette petite voix off, elle nous fait rentrer dans une grande complexité parce qu'en fait, elle ne fait pas partie du monde conscient. Autrement dit, cette petite voix off, elle est une manifestation de ton inconscient. C'est cette petite voix qui te dit attention. Alors, pourquoi? Parce qu'il va y avoir la recherche d'un événement ou d'un souvenir passé dans le cerveau. Et d'un seul coup, si tu as cette petite voix off, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller chercher dans ton cerveau la traduction, l'interprétation.
Parce que cette petite voix off, elle t'indique quoi? Alors ton cerveau, il va tout de suite te transmettre un souvenir, un moment où tu as déjà connu ça. Et si tu n'as pas connu ça, alors c'est quelque chose de nouveau et tu vas devoir l'apprendre à ton cerveau. Donc on est dans ce qu'on appelle les manifestations de l'inconscient. Les manifestations de l'inconscient, c'est la petite intuition. Nous avons tous, sans exception, alors les uns, c'est une voix. Pourquoi? Mais parce qu'ils passent par un schéma fonctionnel d'audition interne. C'est-à-dire, en fait, c'est une voix. Mais ce n'est pas bien sûr de l'audition au sens où on l'entend. Voilà. Tu as tout cela, c'est-à-dire, tu as des gens qui te diront, moi, je n'ai jamais cette petite voix. Mais par contre, j'ai l'impression que je vois ce qu'il faut que je fasse. Et puis d'autres te diront, non, eh bien, écoutez, excusez-moi, mais j'ai jamais eu cette petite voix. Ah, ça c'est drôle. Vous avez une petite Bon, voix. mais ils ont quand même ce petit dialogue intérieur. On a tous Bien, ce dialogue le intérieur. dialogue intérieur, il se fait dans la personne et pas avec le cerveau. Oui, mais alors, tu distingues, toi, le dialogue intérieur avec la petite voix ou pour toi, c'est la même chose? Non, ça fait partie d'un dialogue intérieur. D'accord. Et la petite voix, elle fait partie du dialogue intérieur? Elle fait partie du dialogue intérieur. Mais au même titre que toutes les perceptions extrasensorielles sont un dialogue intérieur. Dialogue intérieur, tout à fait. Alors, j'avais d'autres questions, si tu le veux bien. Est-ce que, à un moment donné, notre cerveau connaît-il le repos? Est-ce qu'il se repose? Alors, Parce que moi, j'ai déjà l'impression que mon cerveau, attends, il est tout le temps non, il ne connaît pas le repos au sens repos du terme. au sens propre, mais Voilà, non, pas du tout. Il fonctionne en permanence. Ainsi, par exemple, lorsque nous avons été confrontés à un problème au cours de notre journée, nous n'en sommes pas conscients, mais, alors ceci, on a maintenant des preuves avec des IRM, de personnes qui sont endormies et qui vont justement, on va apporter la preuve que le cerveau, il fonctionne exactement comme en plein jour. Autrement dit, une personne qui n'a pas trouvé une solution dans une journée, elle l'a transmise à son cerveau. Ceci, bien sûr, se fait de façon absolument non consciente. Donc, elle a transmis à son cerveau l'information. Voilà. Elle a transmis l'information et puis maintenant, elle ne s'en occupe plus. Elle a l'impression que c'est terminé. Elle passe la journée, elle était devant un problème très difficile et elle n'a pas trouvé la solution pour surmonter la le problème. difficulté qui s'est présentée à elle dans un problème ordinaire. Qu'est-ce qui se passe? La personne ne le sait pas. Elle vient de le transmettre à son cerveau. Quant au cerveau, lui, il a reçu un ordre de toi. Il a reçu un ordre de la personne de trouver la solution. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter de la nuit, que tu ne sois pas dans un flot de pensée, et il va continuer, lui, à traiter le problème comme si on était en plein jour et comme si on était dans un groupe de projet. Est-ce que le lendemain matin, il va fournir la réponse? Il peut très bien ne jamais la fournir. Il peut aussi la fournir en pleine nuit, dans un rêve semi-éveillé. Les personnes que j'accompagne, tu sais de quoi je parle, les personnes dont j'accompagne ont tous sans exception, quand à partir d'un travail qu'ils font avec leur cerveau, ils arrivent à donner des indications à leur cerveau quand ils sont en état de conscience sans conscience. Et la plupart du temps, j'en ai encore eu un ce matin, j'en ai eu une hier, j'en ai encore eu une samedi, avec des résultats surprenants.
c'est ce qu'on appelle les messages de l'inconscient. Autrement dit, le cerveau va servir, bien sûr, si ça va passer par le cerveau pour donner la réponse de l'inconscient dans un rêve semi-éveillé. Et ça va être surprenant, parce que la personne... Alors d'abord, quelle différence y a-t-il entre un rêve éveillé et un rêve semi-éveillé? Un rêve semi-éveillé est toujours symbolique. Un rêve éveillé va pouvoir être une situation de reproduction de réalité. Jamais... Tu peux nous donner un exemple d'un rêve éveillé, par exemple? Alors, le rêve semi... Tu en veux un? Ben, oui, je veux bien. Comme ça sera un peu plus explicite pour nos auditeurs et moi-même. J'ai une personne qui a un passé extrêmement lourd. Cette personne a des années de psychanalyse. Elle a essayé toutes les thérapies possibles et inimaginables. Elle a, depuis 2 ans, elle pratique la méditation le jour, la nuit, et elle travaille avec elle un encombrement de son esprit. Voilà, là, on n'est plus dans l'inconscience, on est au-delà. Et elle travaille un passé très lourd. Alors, quand elle est face à un psy ou dans une séance de psychanalyse, elle fait émerger des bribes de souvenirs, des bribes de données, que le psy essaye, comme il peut, de reconstituer. Un cerveau, il va chercher à reconstituer les bribes de souvenirs. Alors, cette personne, après 5 mois de travail avec son cerveau, il a fallu 5 mois, hein, ce n'est pas une journée, 5 mois avec des exercices différents, elle me dit, ah, vous savez, à la dernière séance, quand je me suis couché, je n'ai jamais pu trouver le sommeil. J'étais d'une agitation, mais je ne peux pas vous dire. Je me disais, mais c'est pas vrai. Depuis que je travaille avec Bernard Michel, que je travaille avec mon cerveau, je n'avais plus du tout ces tensions nerveuses que j'avais la nuit, ces insomnies. Et d'un seul coup, je retrouve mon beau passé, là. Et épuisée, elle s'endort. Elle s'endort à 3h40 du matin exactement. Elle regarde sa pendule, tellement elle est crevée. Et là, elle va être dans un état semi-éveillé. Tiens, c'est intéressant. Est-ce que l'état semi-éveillé, c'est pas les 75% là? Mais bien sûr que si. Ça va permettre au cerveau d'aller rechercher les réponses dans le fond de la conscience. Parce elles y sont, les réponses. Alors écoutez bien, j'espère ne pas être trop long, hein, mais c'est très important. J'ai encore quelques questions pour clôturer après. Je pense que déjà, peut-être que celle-là, elle va être à elle seule tellement prégnante que je sais et puissante. Voilà, tellement puissante. Oui, prégnante aussi. Voilà. Alors, donc, une femme, elle s'endort, mais elle ne sait pas si elle dort ou si elle est réveillée. Elle est complètement engourdie, elle est dans une lourdeur, et tout d'un coup, elle a devant elle un quai de gare. Un quai de gare qu'elle ne connaît pas. Et elle attend un train. Et ce train n'arrive pas. Oh, ça a un sens, hein, croyez-moi, pour l'inconscient. Hein. Ce train n'arrive pas. Et elle regarde les panneaux. En effet, le train a du retard. Tout ce qui est là a une réponse symbolique. Ensuite, elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas monter dans le train quand le train va arriver, parce que ses bagages sont tellement lourds qu'elle n'arrive pas du tout à les porter, elle n'arrive pas à les tirer. Enfin, le train arrive. Alors, naturellement, elle dit, « Ah, mais tout ça, évidemment, dans ce rêve semi-éveillé. Hein. » Et alors, elle dit, mais attendez, mais il faut que je prenne le train. Non, c'est vital pour moi. Je dois prendre ce train. Mais je ne peux pas laisser mes bagages sur le quai.
Alors elle tire ses bagages, elle tire ses bagages, elle tire ses bagages, elle va jusqu'au marchepied, et à ce moment-là, le chef de gare, il siffle le départ du train. Alors, elle essaye dans un ultime effort de porter cette lourdeur de bagages. Et du coup, alors, elle a une espèce de flash dans la tête, elle laisse les bagages sur le quai et elle fonce prendre le train au vol. Elle arrive devant un contrôleur et elle lui dit, voilà, je suis très embêté, j'ai été obligé de monter dans ce train et j'ai dû laisser mes bagages sur le quai. Oh, bah, que dit le contrôleur, vous inquiétez pas, les bagages, on retrouvera, on vous les renverra. Ah, mais oui, mais j'ai oublié de mettre mon nom sur les bagages. Ah, chère madame, je suis au regret de vous dire que d'après les nouvelles lois de la SNCF, tout bagage qui n'est pas identifié est détruit. Et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis senti dans une joie inimaginable. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé devant les rails. Et je voyais les rails qui défilaient devant moi, et je me suis réveillé. Et en fait, ces bagages, c'était de manière... c'était son passé, voilà. Exactement. Elle a laissé son passé sur le quai. Alors, un train, dans un rêve, Jung a étudié toute sa vie les rêves semi-éveillés. Les rêves éveillés, endormis, ne l'intéressaient pas. C'était les rêves semi-éveillés. Lui-même faisait constamment des rêves semi-éveillés. Moi, je dois dire que je ne rêve pas du tout la nuit. Je rêve au petit matin dans des rêves semi-éveillés et j'ai des réponses à mes questions. Ce qui va être assez extraordinaire, c'est qu'elle va... Alors, le train, c'est toujours un changement de vie. De changement de vie. C'est un et l'avion aussi, par exemple? Alors, l'avion n'a pas le même sens que le train. Il n'est pas dans le... Non, le train, c'est très particulier, c'est très connu depuis longtemps. Le train, c'est un changement de vie. Donc, elle a bien... Oui. Ben, cette personne, je lui ai dit, vous savez, tout bouleversement dans une existence, toute crise, toute rupture, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, tout accident, et je suis payé pour le savoir, pour ceux qui ont lu mon livre, il y a 100 pages sur un accident, je ne serai pas là en face de vous. Et donc, à tout point de vue. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je lui dis, et toute maladie, or cette personne est très malade. Et c'est toujours, nous dit Jung, un indicateur puissant qu'il nous faut changer notre trajectoire de vie. Ouais, de vie, exactement. Le train. Et bien, d'accord. Alors, cette femme, elle me redira une semaine plus tard, je la revois ce soir d'ailleurs, une semaine plus tard, elle me dit, écoutez, c'est ahurissant, à l'hôpital, ils ne comprennent rien. J'ai de nouveau mon système immunitaire qui se remet en bon fonctionnement. Voilà. Elle était avec une maladie auto-immune qui était excessivement grave. Est-ce qu'elle est guérie? Je n'en sais rien. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce qu'est cet inconscient. Un cerveau, c'est rien à côté. Mais l'inconscient, il appartient à qui? Au cerveau ou à cette personne? La personne, bien sûr. Voilà. Bon, j'espère que je... D'accord. On va finir avec les deux dernières questions que j'avais à te poser. Comment peut-on aujourd'hui, avec un monde de l'information qui s'accélère, où on est vraiment, mais très sollicité au niveau des stimuli extérieurs, continuellement, retrouver, si je puis dire, la conscience de soi? En fait, retrouver son intériorité, de se poser pour se dire... parce que là, on est vraiment sollicité par le monde extérieur. En effet, aujourd'hui, on a pris... Alors, attention, il faut bien entendre ce que je vais dire. On a appris
à notre cerveau une mauvaise habitude. À partir du moment où toutes les habitudes que nous avons, elles sont en mémoire. Nous avons appris à notre cerveau une mauvaise habitude, c'est celle d'être sans arrêt dans une agitation, dans une trépidation. Le monde va, on a l'impression que l'on court après le monde. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est un peu dans l'anti-gravitation, quoi? Oui, et on est complètement en dehors de la réalité, alors qu'on croit qu'on est dans la réalité, on est dans une réalité virtuelle que nous sommes en train d'apprendre à notre cerveau. Autrement, et qu'on s'impose. Ah oui, mais puisqu'on s'impose, nous, on va automatiquement transmettre à notre cerveau. Et le cerveau, si je m'impose quelque chose, il va exécuter l'ordre, il va le mettre en mémoire. Alors, que faire, Bernard Michel, pour pouvoir se reconcentrer et reprendre les manettes et cette fameuse conscience de soi, rapidement? J'ai un seul mot. Avoir, comment dirais-je, des temps pour se poser. Voilà, se poser et puis voilà, respirer, prendre conscience. Voilà. Alors, il faudrait, et nous avons perdu cette habitude, donc notre cerveau, il en a appris une autre, on devrait pouvoir consacrer une fois par semaine quelques heures à aller se promener en pleine nature. Oui, pour soi. Alors là on se ressourcerait. Bien sûr. Pourquoi excuse-moi, je termine. Pourquoi? Parce que nous sommes issus d'une création de la nature. Eh oui. Alors, est-ce qu'on pourrait définir la conscience comme une expérience? Non. Non. La conscience permet de faire des expériences. Mais ce n'est pas l'expérience. N'est pas une expérience. Ok. Et donc, ma transition avec ça, c'est qu'est-ce qui se passe réellement quand est-ce que la conscience, elle disparaît dans le sommeil profond? Quand on dort profondément, est-ce que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors, elle semble disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle disparaît des 5% de notre vie extérieure. Et d'ailleurs, quand on dort profondément, on est au niveau mécanique, c'est comme si on était un peu paralysé. Oui, mais c'est justement pour empêcher à ce qu'il y ait cette conscience du monde extérieur. En fait, qu'est-ce que c'est que la conscience consciente? C'est lorsque la conscience va être tournée vers le monde extérieur pour pouvoir y vivre et nous adapter. Ensuite, et se mouvoir et agir et faire... Progressivement, la conscience va changer, le cerveau va faire changer d'état la conscience. Autrement dit, progressivement, on va passer dans les 20%, puis on va passer dans les 75%, et puis ensuite, la conscience ne va pas disparaître parce que nous allons être dans une conscience sans conscience. Et alors, est-ce que pour finir, est-ce qu'on peut dire que la conscience, a-t-elle besoin réellement de l'inconscient, pour se révéler? Tu disais que tous les deux, ils étaient imbriqués, quoi. C'est des relais, en fait. Et qu'est-ce que c'est que l'inconscient? C'est la conscience. Mais c'est la conscience qui se tourne vers le monde intérieur. Intérieur, oui, donc c'est des niveaux différents. Elle est toujours présente, la conscience. Et peut-on définir la conscience comme la faculté de pouvoir choisir? Moi, en fait, pour moi, je la définirais comme ça. Je me dis que la conscience, elle me permet de traiter l'information rapidement, de me donner des... Voilà, et que quand elle est face à une difficulté qu'elle ne connaît pas, elle va prendre le relais, du moins l'inconscient va prendre le relais. La conscience va, dans ce que tu es en train de dire, je vais pouvoir faire des choix, mais bien sûr, je suis très conscient des choix que je suis en train de faire. Et là, on voit encore, ce n'est pas le cerveau
c'est la personne qui est confiante. C'est la personne, bien sûr. Et à partir du moment où je vais devoir faire des choix, je vais à ce moment-là, comment dirais-je, être en relation avec mon cortex préfrontal, qui lui va déclencher une région du cerveau qui permet les choix. Autrement dit, c'est le cerveau, lui, il va exécuter une directive qui est une action. Autrement dit, le choix, ce n'est pas le cerveau qui peut la faire, c'est toi. Mais une fois que tu as fait le choix, tu ne vas pas pouvoir la mettre en action et en réalisation. Si tu n'avais pas le cerveau, tu ne pourrais jamais être dans l'action et la réalisation. Tu ne pourrais pas être ni dans l'apprentissage, puisque c'est lui, le cerveau, qui va apprendre des choses, qui va apprendre des choses nouvelles, parce que c'est toi qui vas lui apprendre. Il ne connaît que parce qu'il emmagasine. Ouais. Le cerveau ne connaît que toi. Alors, tu me dis, il emmagasine. Il faut savoir que cette usine en pièces détachées que l'on pourrait, c'est une représentation du cerveau pour le neurochirurgien. Un neurochirurgien n'a jamais trouvé la moindre trace de mémoire. Autrement dit, la mémoire n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire? Alors, le cerveau enregistre tout et il a une particularité, c'est un véritable alchimiste, le cerveau. Oui, parce qu'il va tout défragmenter. Il va tout défragmenter. Et il va... Exactement, pour reconstituer après. Alors voilà, mais il va, en fait, il va tout défragmenter, et la défragmentation, ce seront autant de traces mémorielles qu'il va placer partout dans le cerveau. Partout, bien sûr. Et pour pouvoir, si une personne vous demande un souvenir d'enfance lointain, la personne va être obligée de s'adresser à son cerveau, elle va être obligée d'aller chercher dans les mémoires. Et par exemple, on est deux personnes, exemple, toi et moi, nous assistons à un spectacle et sur ce spectacle, on va en faire un souvenir. Toi, tu vas avoir un angle de vue et moi, je vais avoir un angle de vue. Et puis, on va se revoir dans quelques années, on va se remémorer ce spectacle. Et peut-être que toi, tu vas me donner des choses que moi, je n'avais pas perçues et que moi, donc on aura enregistré un même événement avec des manières de voir, un angle de vue totalement différent. Ça, c'est tout à fait vrai. Je vais te donner un exemple. J'étais étudiant en neurosciences et on avait un prof, mais qui était lancinant. Et tout le monde, quand le type était en train de faire son cours, on disait, alors on était en amphi, et puis il fait son cours habituel. Il est redondant, il est lancinant, et tout d'un coup, moi je me trouve, mais vraiment, éberlué. Oh, je me dis, oh, c'est génial ce qu'il vient de dire, mais c'est super. Alors, je disais rien naturellement, mais j'étais là, mais je vibrais, et j'avais une copine à côté de moi qui m'a dit, mais attends, toi tu vibres avec ce qu'il raconte? Je dis, c'est enfin, il dit des choses intéressantes. Et quand on est sorti et qu'on a comparé ce qu'on avait entendu, ils n'avaient rien entendu. Rien entendu de la même chose, tout à fait. Pourquoi? Parce que nous entrons en résonance avec ce qui nous est dit. Et c'est de cette manière que fonctionne le cerveau. C'est-à-dire que si une personne dit « Oh, il est pénible au possible, je m'en fous, ça me fatigue », il ne va pas entrer en résonance avec ce que le conférencier est en train de raconter. Mais par contre, si moi, tout d'un coup, je trouve un intérêt quelconque à ce qu'il raconte, pourquoi? Parce que ça éveille peut-être quelque chose dans mon cerveau, puis j'en sais rien du tout. Et à ce moment-là, j'entre en résonance. Et si j'entre en résonance, je ne vais pas forcément me rappeler ce que la personne a dit, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, entendre qu'elle a dit. Et donc, voilà,
Et quand tu as des souvenirs, qu'on échange des souvenirs ensemble, quand ils sont lointains, quand ils sont très proches, on est en mode conscient, donc là, bon. Mais quand ils sont lointains, alors il faut savoir que nous avons des étages à la mémoire. Et chacun des étages, conscient, subconscient, subconscient, conscient, subconscient, inconscient, et puis inconscient, y compris notre inconscient, il a une mémoire en profondeur. C'est une véritable bibliothèque, quoi. Là encore, ça serait réduire. Réduire, bien sûr, avec précaution, je dis ça, bien sûr. Un cerveau, oui, un cerveau, il faut, pour se représenter ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas, c'est, imaginons, un vaste orchestre symphonique où chaque fonction, chaque fonctionnalité, quand on imagine qu'il y a 10 puissance 1000 de fonctions et de fonctionnalités dans un cerveau humain, ça va être joli, ça. Hein, il faut bien qu'il y ait un chef d'orchestre d'une puissance rare. Eh bien, ce chef d'orchestre, c'est le cortex préfrontal. C'est lui. Et donc, ils vont nous jouer la belle symphonie. Voilà. C'est lui qui dirige l'orchestre et il est capable d'agir sur toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités conscientes et non conscientes. Et il n'est pas le centre de la conscience. Ok. Et pour terminer, j'avais une autre question. Est-ce qu'on peut mesurer la conscience? Alors non, on ne peut pas mesurer la conscience. On peut mesurer les états produits par le cerveau quand nous sommes dans un certain niveau de conscience. Alors, as-tu entendu parler de la théorie d'un scientifique qui s'appelle Giulio Tononi, qui a inventé la mesure phi, P-H-I, et qui dit, cette mesure, elle dit tout simplement, plus la mesure est élevée, plus la conscience est élevée. Alors, et a priori, d'après ce qu'il dit lui, même si on descend à des niveaux très bas de conscience, par exemple pour des microbes, des particules, la mesure phi, elle dégringole, elle diminue considérablement, mais elle reste tout de même au-dessus de 0. Est-ce que ça te parle? Excuse-moi, Martha. Vas-y, je t'en prie. C'est toujours, là c'est trop, on rentre trop dans une espèce de subtilité complexe. Je pense que ce que tu viens de décrire, je ne connaissais pas. Mais je vais te dire, moi, ce que je pourrais t'en dire de ce que tu dis. Et on va le rejoindre d'ailleurs. Je suis tout à fait respectueux du travail de ce scientifique. Mais chaque particule vivante a une vibration. Et cette vibration, plus elle est basse, plus la conscience va être, comment dirais-je, elle va être dans ce qui est difficile. Autrement dit, nous sommes capables de mesurer l'activité cérébrale en mode conscient d'une personne. Si une personne est en état de nervosité, en état de tension, sa vibration va baisser. Donc, ça veut dire qu'elle réduit son champ de conscience. Elle va réduire, voilà, elle va réduire son champ de conscience. Ce matin, j'ai permis à une personne de lui dire, mais attendez, vous êtes en état de tension extrême, nous allons demander au cerveau, nous allons exiger du cerveau, parce qu'il a en mémoire tout ce qu'il faut pour élargir cette conscience. Le champ. Il n'a pas la possibilité par lui-même d'ouvrir la conscience. Il a la possibilité d'élargir le champ. Un champ, c'est matériel, un champ, c'est une substance, c'est énergétique, un champ. Tout à fait. Donc, et donc, comme tu disais, on parle plutôt là de vibration, oui, pour l'exemple que tu as cité. Quand le cerveau, pour se faire reconnaître, il faut utiliser la vibration de son prénom. Pourquoi? Parce que le cerveau, qui est un alchimiste, il est constamment en train de décanter, de transformer, de fractionner tout ce que tu veux, ce que tu as dit tout à l'heure, mais il est capable aussi de faire tout cela, c'est-à-dire d'être dans
comment dirais-je, dans les changements d'état et de niveau de conscience, en permanence. En permanence. Eh bien, ça va être le mot de la fin. Est-ce que tu veux donner un dernier mot ou peut-être en résumé, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la conscience en une phrase? Je redirai ce que saint Augustin disait dans ses confessions, que tout le monde peut retrouver. Quand on ne me demande pas ce qu'est la conscience, ce qu'est le temps, je sais ce qu'est la conscience. Mais si vous me demandez d'expliquer, de vous expliquer ce qu'est la conscience, alors je ne sais plus du tout ce qu'est la conscience. Et si vous me bousculez pour véritablement, parce que je suis théologien, et que vous venez suivre les cours de théologie, et que vous me bousculez pour avoir l'explication de ce qu'est la conscience, alors là, le doute m'envahit. Oh, très joli pour ce mot de la fin. Je te remercie, Bernard Michel. En fait, tu nous as bien éclairé sur ce vaste sujet qui est notre conscience. Maintenant, on sait un peu plus de choses sur ce film qui se joue dans notre tête constamment et souvent en 3D. Donc, cette capsule est maintenant terminée. Si vous avez apprécié ce sujet, ce format, vous pouvez nous en faire part en commentaire. Et je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne pour vous tenir informé des prochaines capsules et également à liker et à partager cette vidéo. À très vite pour aborder de nouveaux thèmes tout aussi passionnants autour des sujets sur le cerveau. Donc, c'était Bernard Michel Boissier et Bartha Oxa. À très vite. À très vite.